Le moment est venu de donner la parole à ceux et celles qui ont accepté de contribuer à nos travaux. Ils vont nous délivrer quelques mots nécessaires, bien nécessaires, en vue d'accroître l'effectivité de nos connaissances et de nos possibilités d'agir au mieux. Je les en remercie déjà, et j'appelle donc, et tout d'abord, celui que j'appellerai l'âme de ce tribunal. Je parle de M. Millerot. Monsieur Millerot, je vous en prie. Excellences, Monsieur le Gouverneur, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités. Le tribunal sur le Congo qui, durant 3 jours, se réunit ici à Bukavu, à mon initiative, a pour objectif d'examiner les raisons économiques, identitaires, gouvernementales et géostratégiques de la guerre, de l'insécurité et de la pauvreté en Congo de l'Est. Il s'inscrit ainsi dans une longue tradition de tribunaux, à commencer par le tribunal international de Nuremberg de 1945, mis en place pour examiner les crimes commis par l'Allemagne hitlérienne durant la Deuxième Guerre mondiale, en passant par le tribunal sur le Vietnam en 1967, le tribunal sur l'Irak de 2005 ou, dernièrement encore, le tribunal sur la Palestine en 2014. Tous ces tribunaux avaient toujours un caractère politique. Rappelons par exemple que le tribunal de Nuremberg, qui s'est réuni voici 70 ans, se composait exclusivement des vainqueurs de la guerre de la Deuxième Guerre mondiale. Cette approche unilatérale fut considérée comme une tâche sur son jugement. Mais l'autre tâche, encore plus nuisible à la légitimité du tribunal de Nuremberg et des tribunaux qui l'ont suivi, est évidemment son manque de continuité et d'universalité. Pourquoi, par exemple, un tribunal contre les crimes de guerre commis par l'armée américaine en Vietnam, mais jamais un tribunal contre les crimes commis 15 ans plus tard par l'ancienne Union soviétique en Afghanistan? Pourquoi un tribunal examinant la stratégie des Américains dans la Deuxième Guerre d'Irak, mais jamais un tribunal sur les crimes commis à la même époque par l'armée russe en Tchétchénie? Pourquoi finalement un tribunal international pour juger les auteurs de crimes de génocide commis au Rwanda, mais pas de tribunal international pour juger les crimes d'État et de guerre commis dans les pays voisins comme le Burundi ou la RDC? La Cour pénale internationale de La Haye n'a toujours pas répondu à la vocation universelle qu'on lui avait assignée, car les États-Unis, la Fédération de la Russie, la Chine, l'Inde et nombre d'autres acteurs étatiques internationaux n'en sont pas membres. De cette façon, la juridiction internationale est restée incomplète, à mon avis, même incidentielle, jusqu'à nos jours, et ceci pour 2 raisons principales. D'abord, à cause de son caractère ouvertement politique. Pourquoi, pour prendre l'exemple le plus évident, faut-il faire comparaître devant la Cour pénale internationale de La Haye tel chef de milice congolais et non tel autre, tel dictateur africain et non son voisin, tel chef d'État yougoslave et pas tel autre? Sans vouloir comparer ou même minimiser leurs crimes respectifs, il faut noter que le choix des inculpés répond toujours à une logique politique. Autrement dit, qu'un chef militaire ou politique africain ou yougoslave puisse soit faire carrière politique ou soit être arrêté et porté en justice, tout cela dépendra en bonne partie de contingences politiques. Une telle logique a suscité de nombreuses transformations miraculeuses. D'anciens partenaires des États-Unis et des pays européens se sont vus, quelquefois en quelques jours, transformés en monstres. On peut penser au cas de Saddam Hussein en Irak, des talibans en Afghanistan, de Mobutu en RDC, pour ne pas parler du colonel Kadhafi. Par la suite, les tribunaux, qu'ils soient juridiques ou médiatiques, furent implicitement chargés non pas d'établir la réalité des faits,
sur le plan juridique, mais de justifier le politiquement correct, de rendre officielle une version des faits inspirée par la politique internationale. Ve victis, comme disaient les Romains, malheur aux vaincus. Mais la véritable raison du dysfonctionnement de ces tribunaux demeure leur caractère unilatéral sur le plan idéologique, rappelant qu'aucun représentant officiel des États-Unis n'a été invité à prendre part en tant que témoin ou expert au tribunal sur le Vietnam. De même dans le tribunal sur l'Irak ou, plus récemment, dans le tribunal sur la Palestine. Aucun représentant des forces civiles ou armées de l'État d'Israël ne fut invité à présenter sa position. À chaque fois, le jugement était acquis d'avance, car le jury était composé uniquement de détracteurs de la politique de ces États respectifs. Cette carence avait pour effet de laisser totalement dans l'obscurité les motivations des absents. Leurs crimes de guerre, bien réels sans doute, en étaient ainsi sortis de leur contexte et dépolitisés. Le tribunal sur le Congo, auquel nous assisterons dans les 3 jours qui viennent, et qui se pose par son nom dans la longue tradition des tribunaux internationaux instaurés par le tribunal de Nuremberg en 1945, se voit, comme ses prédécesseurs, au service du peuple, et plus précisément du peuple congolais, l'un des plus riches de l'histoire humaine. Depuis 20 ans, mais en réalité depuis le début de son contact avec l'Occident, voici 5 siècles, ce peuple a été dépossédé pour de multiples raisons de ses richesses et pris en otage des contradictions autant locales qu'internationales, autant politiques qu'économiques. Durant une bonne partie de ses travaux, ce tribunal suivra alors la logique et les procédures installées par les Alliés en 1945 à Nuremberg et par Jean-Paul Sartre et Bertrand Russell en 1967 à Stockholm. En se mettant du côté des dépossédés, des maltraités, de ceux qui, comme on dit, n'ont pas de lobby à leur côté. Il s'agira de faire entendre et d'écouter des voix qui ne sont jamais entendues, les voix des communautés rurales, des citoyennes et citoyens congolais, des simples creuseurs comme des petits commerçants, les voix de ces millions de femmes, d'hommes et d'enfants qui appartiennent à ce qu'on appelle la société civile et qui sont tous confrontés à l'impitoyable et aveugle efficacité de l'économie mondialisée. Vous qui êtes dans cette salle, vous connaissez la vérité, ce contrepoint aux belles statistiques de la Banque mondiale et de l'OCDE, la réalité d'une guerre économique et politique qui est menée quotidiennement contre les communautés congolaises, encore trop marquées par leurs coutumes traditionnelles, une guerre qui est menée à travers des déplacements de population, des massacres, une politique de terreur dont les violences sexuelles ne sont que l'un des aspects. Comme on le verra, cette guerre se traduit aussi par la mise en œuvre de nouvelles lois, comme la loi Dodd-Frank Act, adoptée par le Congrès américain. Suivant moins témoignages recueillis par nos juges d'instruction, cette loi criminalise toute une économie locale, elle profite aux grandes entreprises multinationales, continue à mettre la population au chômage et conduit à de nouvelles rébellions. L'universalité du tribunal sur le Congo repose alors sur la totale subjectivité de ces témoignages qui révéleront le vécu souvent cruel et inhumain de ce que les économistes appellent le développement. Le tribunal sur le Congo sera un tribunal qui dénoncera, au sens propre du terme, qui ne prendra pas comme dernière norme de justice les contraintes et les logiques économiques et politiques actuelles, mais il essayera, bien au contraire, de rétablir publiquement le droit de chaque citoyenne et chaque citoyen à la sécurité, au bonheur et à la liberté d'expression. Des droits inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans la Constitution de la République démocratique du Congo. À la barre de ce tribunal, chaque voix aura la même valeur, aussi minuscule soit sa place, dans le belliqueux brassage d'opinions, d'armes, de valeurs économiques, de terres et d'identité qu'est la guerre à l'est du Congo.
L'universalité de ce tribunal réside alors dans la tentative de réaliser sur scène ce que Patrice Lumumba promettait dans son fameux discours prononcé lors de l'accession de son pays à l'indépendance. Je cite, « Nous allons faire régner non pas la paix des fusils et des baïonnettes, mais la paix des cœurs et des bonnes volontés. » Il va de soi que cette bonne volonté devra être universelle et donc construite sur la confiance mutuelle sous peine de ne pas être une vraie écoute et d'être entachée par un jugement préalable. Contrairement à tous les tribunaux qui l'ont précédé, le tribunal sur le Congo tentera de devenir plus qu'un tribunal, il sera aussi, nous l'espérons, un procès. C'est-à-dire un processus ouvert et dialectique qui non seulement dénoncera les dommages de ce qu'on appelle le développement, mais essayera aussi de montrer des chemins au-delà des contradictions qui se sont développées entre l'économie traditionnelle des communautés locales et les industries modernes amenées de l'extérieur. Ces contradictions ont engendré, sous des drapeaux identitaires et politiques, des guerres souvent mortelles au sein de communautés elles-mêmes. Le tribunal sur le Congo posera donc aussi les questions suivantes. Un développement prospère pour tous est-il possible? Comment une industrialisation sociale peut-elle être mise en place? Et comment, finalement, cette industrialisation peut-elle être encadrée par les acteurs gouvernementaux et internationaux de façon à ce que la sécurité et le bonheur du peuple congolais soient garantis? Au cours de nos recherches, nous avons rencontré des femmes et des hommes sages qui, tout en ayant le salut du peuple en tête, militaient pour l'industrialisation et critiquaient ouvertement les méfaits de l'économie traditionnelle, source, elle aussi, de tant de conflits et de violations des droits de l'homme. Car, à notre avis, la tragédie du peuple congolais est double. D'une part, ce grand peuple est l'otage d'une guerre économique qui vise à s'emparer des richesses du pays en utilisant les scissions ethniques pour affaiblir la résistance de communautés afin de mieux les déposséder, suivant la logique du divide et impera, divise et règne. D'autre part, les divisions d'ordre ethnique, les réflexes parfois conservateurs des différentes communautés et les traumatismes résultant de 2 décennies de guerre et de 3 décennies de dictature sont elles-mêmes la source d'un repli sur soi, d'un sentimentalisme dangereux qui rend impossible tout changement, tout compromis rationnel susceptible d'améliorer la situation des communautés. N'oublions pas que de la nécessaire lutte pour le bonheur et la sécurité de tels individus, de telles familles, de telles coopératives ou de tels villages, il n'y a qu'un pas vers l'égoïsme local qui ignore les intérêts du pays et le bonheur du plus grand nombre. Le jury du tribunal sur le Congo est donc construit suivant une logique non de jugement, mais de débat. Sont ici présents aussi bien des critiques de l'industrialisation telle qu'elle est actuellement appliquée en Congo de l'Est, Venancy Bizimbwa et Prince Kihangi, que des médiateurs entre communauté et industrie, entre communauté et gouvernement, Gilbert Kalinda et Séverin Mugangu, s'y ajoutent dans le jury des observations internationales, ici présents Colette Breckman, et à une table séparée 2 juges d'instruction de la Haye, Maître Sylvestre Bizimbwa et Maître Jean-Louis Gillissen, qui vont garantir le déroulement strictement légal et formel du tribunal, la libre confrontation des mémoires, des opinions, des douleurs, autant que des espoirs. Vous le savez bien, ceci est un tribunal fictif qui n'a pas été réuni par un État ou une organisation internationale. C'est donc un tribunal qui ne dépend de personne. C'est un tribunal symbolique, un tribunal du peuple, un tribunal qui finalement se sent uniquement responsable de l'opinion publique. Nous faisons une tentative, celle de l'impartialité, aussi bien dans le cheminement ayant mené au choix des participants que dans la logique même du déroulement des séances durant lesquelles le même processus de questionnement totalement ouvert et critique sera imposé à tous les participants, qu'ils soient ministres, commerçants ou mineurs. Mais le tribunal sur le Congo
ne trouvera sa légitimité que dans son avenir, par l'aide qu'il apportera au développement, prenons ce mot dans son sens positif, au développement de ce merveilleux pays qu'est le Congo, et il n'aura eu d'autre ambition que laisser entendre la vérité, rien que la vérité. Et même si, à la fin de 3 jours, le jury va vous présenter sans jugement, ce sera évidemment à vous, mesdames et messieurs, qu'il appartiendra d'en tirer vos conclusions. Merci.